sur le sujet l'humanisme occidental. Merci Bénédicte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le think tank Liberté et Prospective et qui se connectent pour la première fois, sachez que la personne qui vient de parler est Henriette Co, notre présidente. Et donc, bienvenue à tous dans notre club de réflexion qui est extrêmement dynamique, qui est pourtant récent, 3 ans, je crois. Et donc, ce soir, notre sujet occidental présenté Sidney Touati, avocat fiscaliste, essayiste, dramaturge, philosophe. Parmi ces on oublie de citer parce que c'est intéressant par rapport à notre sujet de ce soir, la pièce de théâtre à hauteur de femme, le roman Le Lys entre les chardons, les essais de la 4e République au néo-féodalisme, la face cachée de l'affaire Tapie, de Voltaire à Badinter, ainsi que de très nombreux articles sur des sujets de société. Dans ce court traité, son dernier livre est un essai sur la bureaucratie qui s'intitule « L'affaire du Covid-19 ». Donc, c'est ce dernier essai qui nous intéresse particulièrement. Dans ce court traité, l'auteur tente d'analyser le processus par lequel une maladie en particulier est devenue, pendant un laps de temps assez long, l'unique préoccupation du pays. Il tente de comprendre pourquoi la maladie et la représentation ont envahi tous les champs du pouvoir en France, mais également dans de nombreux pays. Le discours prononcé le 16 mars 2020 par le président Macron peut être considéré comme le manifeste d'une nouvelle page d'histoire. Comment expliquer la centralité politique de cette épidémie? Que s'est-il passé pour que l'exécutif, sorti affaibli par les crises affectant la plupart des secteurs de la société, se soit emparé de tous les pouvoirs, notamment du pouvoir médical, mettant ainsi en cause le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, sans soulever de protestations notables. Enfin, comment comprendre que l'économie a été fortement ralentie et la population confinée, que les morts ont été abandonnés sans sépulture, que les piliers de la morale classique se soient un moment effondrés, que l'activité culturelle a été arrêtée, que les cinémas, restaurants, théâtres, opéras, etc. ont été fermés. Tout montre qu'au travers de cette crise sans précédent, se met en place un nouveau régime que l'auteur qualifie de biocratie, immense solution par laquelle nous passons du gouvernement des hommes à la gestion des vivants. Je laisse la parole à notre conférencier pour nous parler donc d'humanisme post-Covid, qui peut être nous traumatisé dans notre propre réflexion. Bonsoir. Bénédicte, je te remercie pour cette présentation. Bénédicte, je te remercie pour cette Et bonsoir, bonsoir Madame le Président, bonsoir chers amis et Mesdames, Messieurs. Donc je vais effectivement vous parler de l'humanisme occidental et de son évolution. Alors, nos sociétés occidentales sont qualifiées d'humanistes et ce, à juste titre. En effet, toutes les sociétés quasiment qui appartiennent, tous les pays qui appartiennent au bloc qu'on appelle le monde occidental, sont toutes issues d'un vaste mouvement, d'un vaste et puissant mouvement que l'on a appelé l'humanisme, qui a commencé à la Renaissance et qui a envahi progressivement au cours des siècles la totalité du champ du savoir. Tous les secteurs de la représentation ont été concernés par ce bouleversement, au terme duquel, si on devait résumer cette immense mutation, avant l'humanisme, c'est Dieu qui occupe le centre de la représentation, et après, c'est l'homme. Si vous voulez, dans la révolution humaniste, mais l'homme au centre de la représentation, au centre du pouvoir, au centre du droit. Alors, ce processus qui s'est déroulé du 15e au 18e, n'est-ce pas, va aboutir à un pur chef-d'œuvre au plan politique et économique, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration va avoir un rayonnement
mondiale. Elle continue d'avoir toujours une répercussion importante. On y fait référence dans la déclaration de 1946 et on y fait référence également dans la Constitution de 1958. En un mot, l'humanisme a fourni le cadre à un développement fulgurant de l'Europe occidentale qui en a fait de loin la plus grande puissance mondiale, et cette puissance européenne, à travers des pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, a rayonné sur tout le monde, a exporté ses idées sur toute la planète. Mais cette immense puissance de l'humanisme occidental s'est accompagnée également par d'immenses malheurs, notamment au cours du XXe siècle. Et ces malheurs ont été tels qu'ils ont conduit certains à considérer que cet humanisme était porteur de violence, était porteur de destruction. Et donc, des gens, des philosophes, des écrivains ont travaillé à faire sortir l'Occident de l'humanisme, à imaginer ce qu'on appelle le post-humanisme ou le transhumanisme. Certains, notamment Michel Foucault, qui est un philosophe français qui a eu une influence considérable sur les campus des États-Unis et d'ailleurs, Michel Foucault, à la fin de son livre, dans son principal ouvrage, Les mots et les choses, prophétise la disparition de l'homme. Il écrit, c'est la fin de son livre, hein, il écrit « L'homme est une invention dans l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Il conclut « et peut-être la fin prochaine ». Et peut-être la fin prochaine. Que veut dire Michel Foucault quand il prophétise la fin de l'homme? Il nous faut revenir un petit peu à essayer de définir rapidement ce qu'est la doxa de l'humanisme classique. Je l'ai dit, l'humanisme met l'homme au centre de ses préoccupations. Et en fait, l'humanisme va réaliser ce que disait le sophiste Protagoras au 5e siècle avant Jésus-Christ, et Socrate en parle souvent, Platon en parle souvent dans ses dialogues. Protagoras disait « L'homme est la mesure de toute chose ». Il a d'ailleurs été condamné pour impiété pour avoir osé dire cela. Donc, effectivement, l'humanisme va faire de l'homme la mesure de toute chose. Et ce qui va caractériser donc ce cadre, cette problématique humanisme, c'est essentiellement de faire correspondre, de faire fonctionner ensemble le progrès des connaissances, le progrès des lumières et le progrès moral. En fait, l'humanisme pensait que, notamment avec des philosophes comme Kant, qui ont théorisé ça, ou Condorcet, pensait que le progrès continu des connaissances allait aboutir à une élévation morale progressive, permanente de l'humanité. Si on fonctionnait selon l'ordre des raisons, selon la raison, on ne pouvait plus commettre le mal, on pouvait construire des sociétés harmonieuses où les hommes vivraient en parfaite harmonie, etc. Donc, l'humanisme classique met l'homme au centre, mais surtout l'homme doué de raison. Et l'humanisme, c'est le triomphe de la raison. Évidemment, le premier qui va théoriser cette importance de la raison, c'est le philosophe français René Descartes. Et avec René Descartes, la première vérité que René Descartes va trouver, c'est je pense donc je suis. Il met le sujet pensant au cœur du dispositif de construction des connaissances et de la représentation. Cette vision donc de faire coupler le progrès des connaissances, donc le progrès des sciences, le progrès des techniques et le progrès moral, cette vision va être complètement remise en question avec un événement qui va se produire en 1914, en août 14, la guerre de 14. La guerre de 14 éclate alors que quelques mois avant, tout le monde on appelait ça la belle époque, on était persuadé effectivement de ce progrès continu des connaissances et de la science allait apporter le bonheur à toute l'humanité. Et la guerre de 14, lorsqu'elle éclate, elle va démontrer que ce service, que ce progrès économique, que cette technologie, que cette puissance industrielle peut être au service
d'une œuvre de destruction massive. Les nations qui hier étaient concurrentes, qui bien sûr étaient adversaires au plan économique, etc., tout d'un coup sont entrées dans une lutte mortelle, une lutte à mort, une volonté de détruire l'autre qui était complètement incompatible avec les principes de l'humanisme. Et c'était d'autant plus étrange, cette haine soudaine qui s'est emparée de toute la classe sociale, de toutes les élites. C'est que des gens comme Bergson, comme Monterland, comme Apollinaire, des artistes de tout horizon, bref, ont participé à ce mouvement de haine et à cette volonté de soumettre les autres, quoi, de rentrer en guerre et de détruire l'autre. Donc, première faille dans la conception classique de l'humanisme, le découplage des progrès de la connaissance, des progrès de la science et de la morale. On s'est rendu compte que, en fait, après cette guerre 14-18, ces 11 millions de morts, ces destructions incalculables, on s'est rendu compte que l'être humain avait une face cachée, que même l'être humain le plus raisonnable, les hommes qui dirigeaient la France en 14-18, c'était des gens qui venaient de tous horizons, de la droite classique ou de la gauche, voire de l'extrême gauche. Clémenceau était un homme de gauche, Jules Guesde était un homme qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche, et tous ont participé, ont fait l'union sacrée, à part Caillot peut-être, l'union sacrée et bien sûr Jaurès qui a été assassiné. Mais sinon, il n'y a pas eu de véritable opposition à cette guerre. Tous ont participé à cette immense destruction. Et c'est ça qui pose question. Donc, ça introduit une faille dans l'un des dogmes de l'humanisme classique, c'est l'unité du sujet. On s'est rendu compte qu'en vérité, derrière ces êtres raisonnables qui dirigeaient le pays, qui étaient imprégnés de cette culture humaniste, il y avait une face sombre. Et cette face sombre, ce clivage, va être révélé par des écrivains comme Proust, qui va montrer que l'homme le plus délicat, le plus cultivé, peut devenir tout d'un coup la proie de pulsions incroyables, quoi, et céder à ces pulsions. Donc l'homme est coupé en deux, comme disaient les surréalistes. Et l'unité du sujet dominée par sa raison, qui par le pouvoir de sa raison pouvait contrôler ses pulsions, ses passions, etc., cette croyance cartésienne vole en éclats avec la guerre de 14-18. Après la guerre, effectivement, va apparaître donc le mouvement surréaliste et surtout le mouvement de psychanalyse qui va mettre en avant cette face sombre, cette face de l'être humain et qui est loin d'être dominé par la raison. Et souvent, Freud va montrer que la conscience permet aux êtres humains de trouver des raisons à leurs actes, même les actes les plus incompréhensibles et les plus contraires à la morale. Donc, première faille dans cet humanisme classique, la fin de l'unité du sujet et la fin du couple progrès technique, scientifique et progrès moral. La deuxième faille va apparaître, celle-là elle est encore plus grave, plus profonde, lors de la guerre de 39-45. Et lorsqu'on va découvrir les camps, quand on va prendre conscience de l'étendue du désastre, évidemment, un cri d'horreur va envahir toutes les consciences après 45. Et ça ébranle profondément. Là, la guerre 39-45 va vraiment ébranler la conscience européenne, va introduire un doute très profond dans la croyance en la puissance de l'humanisme, la puissance bienfaitrice. Et puis un deuxième événement qui est lié évidemment à cette guerre 39-45, c'est l'usage de la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima, qui va démontrer que l'être humain est non seulement capable de tuer son semblable, de le massacrer, de détruire tout ce qu'il a produit, mais l'être humain est capable de détruire la nature elle-même. Et cette puissance de destruction est née sur le sol de l'humanisme. Elle n'est pas le produit d'une nation a priori barbare. Les camps ont germé sur le sol de la nation pratiquement la plus cultivée d'Europe. L'Allemagne pouvait aligner une collection impressionnante de génies, de grands philosophes, de grands écrivains,
d'artistes au talent immense. Et c'est sur le sol de ce pays qu'a germé le monstre, la monstruosité la plus grande que l'humanité ait pu imaginer et commettre. Alors, à la fin de la guerre, va se produire un deuxième découplage dans l'humanisme, c'est qu'on va séparer le droit, le bien de la nation. On va considérer que l'État, qui passait pour la création la plus merveilleuse de la nature humaine, Hegel considérait qu'il était l'incarnation de l'esprit et de la raison, cet État est devenu un instrument de domination, un instrument de destruction. Et les nations, le sentiment d'appartenance à une nation exacerbé a conduit à ce nationalisme agressif. Et donc, on commence à se méfier du pouvoir de l'État et du pouvoir des nations. Et on va charger notamment René Cassin à l'ONU d'imaginer un droit qui soit transnational, un droit qui puisse être appliqué par les nations et nécessairement qui diminuait le pouvoir de ces nations, parce qu'on estimait que la source du mal, en partie, était due à ces États tout-puissants et à ces nations. Donc on va travailler à créer un droit transnational. C'est ce qui va sortir des travaux dirigés par le français René Cassin à l'ONU et qui va sortir la charte de l'ONU. Alors, la question là se pose de la vision de l'homme. Donc, la première atteinte, c'est le sujet raisonnable qui est en fait toujours soumis à des pulsions. Donc, la faille, l'homme coupé en deux. Ensuite, le fait que le droit que l'on pensait, les fondamentaux du droit, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui basait l'homme sur le citoyen, en 1945, on va considérer que c'est l'inverse. On va évacuer le citoyen et on va créer les bases du droit sur uniquement les droits de l'homme. Cette révolution, elle est essentielle pour comprendre ce qui va se passer par la suite. On va fonder les bases du droit, non pas sur le citoyen, comme le voulaient les humanistes classiques, mais sur l'homme. Mais que devient l'homme sans le citoyen ? Qu'est-ce que l'homme sans le citoyen ? Eh bien, c'est l'homme coupé de l'histoire. C'est l'homme que l'on fait sortir de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on réalise que l'histoire est la source du malheur. On estime que l'histoire, n'est-ce pas, c'est le lieu de la violence et du mal. Et qu'il faut absolument fonder le droit sur autre chose que cette histoire. Donc on va effectivement inventer un homme qui n'est plus un citoyen. Et l'homme qui va sortir de sa relation à l'histoire, à ses traditions, etc., qui ne va plus être déterminé, qui ne va plus être l'animal politique que définissait Aristote, qui va être attaché à quoi cet homme ? Eh bien, il va être tout simplement non plus connecté à l'histoire va devenir seconde, il va être connecté à son substrat biologique. Va s'opérer une mutation dans la perception de l'homme et on va se mettre à inscrire l'homme dans la relation à la chaîne du vivant. C'est la grande révolution qui va s'opérer avec l'émergence de l'écologie politique et d'une science, l'éthologie. L'éthologie va établir des ponts entre le règne animal et le règne humain et va démontrer qu'il y a une continuité et non pas rupture. Les humanistes pensaient qu'il y avait une rupture entre le règne de l'homme, le règne de l'histoire et le règne de la nature. Eh bien, après 1945, quand on va raccrocher l'homme, qu'on va le définir dans sa relation à son substrat biologique, comme un être attaché à la grande chaîne du vivant, on va remettre au second plan la relation à l'histoire. Vous imaginez la révolution. On part de l'humanisme classique, où la brique de cet humanisme, la base de cet humanisme, c'est l'homme libre et responsable, et on bascule dans l'homme comme maillon de la chaîne du vivant, et probablement, pour les écologistes les plus fanatiques, l'élément le plus dangereux du règne du vivant. En fait,
l'être humain est perçu, justement engagé dans l'histoire, est perçu comme étant un danger pour lui-même, mais essentiellement un danger pour toutes les autres espèces. L'être humain est perçu, donc l'être humain tel qu'il est né sur le sol de l'humanisme, avec sa toute-puissance, avec sa puissance, son arrogance, sa technologie, etc., est de plus en plus décrit comme un danger. Il faut donc lui réapprendre à respecter cette nature qui l'entoure et à s'articuler aux règles de la nature. Et donc voilà la deuxième grande faille qui va être faite à la vision de l'humanisme classique. Une troisième blessure va être imposée à l'humanisme, et celle-là va venir des sciences dites humaines. Les sciences humaines vont travailler à démontrer que l'homme qui agit en fait sous des déterminismes qu'il ignore. L'homme que Kant imaginait, l'homme libre qui se donne sa propre loi, cet homme-là, pour les sciences humaines, c'est un mythe pur. Donc, l'homme est soumis à des déterminismes, que ce soit en psychologie, que ce soit au niveau social, que ce soit dans tous les domaines où il intervient. En vérité, la liberté n'existe pas. Donc là, c'est probablement la plus grave de toutes les attaques qui a été portée à l'humanisme. Cette mise en cause de l'homme libre, de l'homme comme agissant librement, de l'homme responsable, va aboutir avec le structuralisme à une définition de l'homme qui est la suivante. Les structuralistes vont dire l'homme est une marionnette qui est mue par des structures. L'homme est une marionnette mue par des structures. Là, nous ne sommes plus dans l'humanisme, nous sommes ailleurs. Nous sommes dans le déterminisme pur, il n'y a plus de liberté. Alors certains diront, mais non, c'est la fin de l'humanisme classique, mais c'est peut-être le début d'un nouvel humanisme plus réaliste, qui prend en compte les réalités et non plus des mythes. Et ce nouvel humanisme, qui prend en compte les réalités, va être à la base de la construction européenne. La construction européenne va se faire sur un postulat, mais incroyable. C'est complètement paradoxal parce que l'Union européenne veut se créer en rassemblant des sociétés qui sont fondées sur le respect des libertés et sur la liberté du commerce, etc. Et sur quoi va se fonder la construction européenne? Eh bien, sur l'intérêt commun, sur la poursuite d'un intérêt commun, sur l'économie. Dans le traité de Rome, c'est très clair, c'est le substrat de l'économie, n'est-ce pas? L'infrastructure économique, c'est dit en toutes lettres dans le traité de Rome, c'est sur cette infrastructure que l'on va construire tout le reste de l'édifice. Eh bien ça, c'est exactement les fondamentaux de la théorie marxiste. Marx professait que des hommes, avant que de pouvoir penser, se divertir, réfléchir, etc., eh bien, devaient se nourrir et donc produire les moyens nécessaires à sa subsistance et à satisfaire ses besoins. Donc pour Marx, la base de la société, c'était l'économie. Et le reste venait se construire sur la base de cette économie. Et c'est très curieux, c'est complètement paradoxal que l'Europe de l'Ouest va mettre en application ce principe fondamental de l'économie marxiste. Et il se pourrait que ce primat de l'économie sur tout le reste soit le péché originel de cette Europe. Parce que cette Europe qui se veut humaniste, dans ses préambules, dans ses déclarations, évidemment, elle se veut humaniste. Mais elle ne met pas l'homme, elle ne dit pas qu'elle va se construire autour de l'homme. Elle dit qu'elle va se construire autour de la poursuite des intérêts économiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Elle crée le marché commun. Et l'intégration économique avec la réalisation du marché commun va être un moteur formidable de la construction de cette Union européenne. Mais, paradoxe, l'Europe va devenir un géant économique, effectivement, mais comme on l'a dit, un nain politique. Et l'homme là-dedans, l'humanisme, qui est quand même le but de cette Union européenne, on le cherche parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on est de plus en plus
sous la dictature des intérêts économiques. Alors, un deuxième volet de cette Union européenne, qui au départ se veut humaniste, c'est l'inflation des lois et des droits. Il se met en place un processus de fabrication de droits nouveaux. Mais ces droits, contrairement au cadre de l'humanisme classique, ces droits ne sont pas, et ces lois ne sont pas l'expression de la volonté populaire, de la volonté générale. Ces lois sont produites par une technostructure, par des spécialistes. Et la production de ces droits n'est pas soumise à la censure des populations. Par conséquent, il y a là une contradiction qui est au cœur de la construction européenne. C'est un ensemble d'États démocratiques qui doit respecter des règles de base propres à la démocratie, mais en même temps, l'Union européenne elle-même est incapable d'avoir un fonctionnement démocratique. Et cette machine à fabriquer des droits, parce qu'il faut adapter évidemment au développement économique, il faut accompagner ce développement économique par toute une nouvelle législation. Cette machine va être perçue comme transnationale, comme étant contraire finalement à ce que veulent les populations qui appartiennent à cette Union européenne, et va apparaître comme une sorte de machine d'oppression. Bien sûr qu'elle respecte des droits fondamentaux, mais dans le même temps, elle impose des nouvelles normes. En fait, on bascule avec l'Union européenne du règne de la loi, qui était le propre de l'humanisme classique, au règne des normes, qui est celui des commissions européennes et des tribunaux qui fabriquent le droit. Il s'opère alors une rupture entre ces élites et le peuple. Par conséquent, l'humanisme, là aussi, est en contradiction avec lui-même. Alors, ce droit européen, évidemment, il ne va pas dire qu'il est fondé sur la défense des intérêts particuliers des grands groupes. Mais il va pour pouvoir faire travailler ensemble, pour pouvoir faire obéir aux mêmes règles un Lituanien et un Espagnol, le droit européen va avoir pour fondement un principe, ce qui est celui du rejet de toute discrimination. L'homme qui va naître de cette vision d'un droit fondé sur le rejet de toute discrimination, quel est cet homme? Qui est-il? Déjà, l'homme qui était à la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen essuyait des critiques, notamment de la part des marxistes, en disant que cet homme était déjà trop abstrait, qu'il était séparé des conditions réelles d'existence des hommes, et que donc il loupait une partie de son but. Il maintenait une partie de l'humanité, et pas la moindre, il la maintenait dans un état de domination et de relations humaines qui étaient insupportables. Donc déjà, on faisait grief à l'humanisme classique d'être enfermé dans une vision abstraite de l'homme. Mais alors, la naissance, l'homme qui est à la base de la construction européenne est un milliard de fois plus abstrait. Il est devenu une sorte d'égo transcendantal, cet égo que décrit Husserl, et qui est vide de toute détermination en fait. En fait, l'homme qui est au fondement du droit européen surplombe toutes les réalités concrètes, c'est un être vide de tout contenu, et il est vide de toute détermination historique et de toute tradition. C'est un être, c'est une coquille en fait, et c'est un monstre en fait, parce qu'il est indéterminé. Évidemment, grâce à cette indétermination, à cette abstraction, on va pouvoir faire fonctionner ensemble des êtres humains que tout sépare. Mais c'est la condition de ce droit pour fonctionner. Il doit être fondé sur cette vision de l'homme. Est-ce qu'on est toujours dans le cadre de l'humanisme? On peut se poser la question. Alors, il y a un exemple de cette application. Il faut interroger le langage pour voir comment cette nouvelle vision de l'homme
va petit à petit transformer notre propre vision des choses, comment le langage va se transformer. On ne veut plus voir l'homme réel. Et c'est ainsi qu'on va, au lieu de désigner un chômeur, on va dire un demandeur d'emploi. Au lieu de dire une femme de ménage, on va dire une technicienne de surface, etc. On s'est moqué de ce glissement sémantique, mais qui traduit une incapacité à appréhender le réel. C'est ça qui est en jeu. Et là où on va aussi constater cette impuissance à capter le réel dans sa richesse, c'est notamment au niveau de l'apparition d'un nouveau concept concernant les immigrés. On ne va plus appeler les immigrés des immigrés, on va les appeler des migrants. Je ne sais pas d'où est sorti ce mot, mais il est venu un moment où il s'est imposé pour désigner ces hommes qui venaient de pays en guerre, qui fuyaient des zones de combat. On les a plus appelés des immigrés. Mais ces hommes qui avaient tout perdu, leur famille des fois, leur maison, leur emploi, enfin bref, leur cadre de vie, ces hommes, on les accueille, on les appelle migrants, et en les appelant migrants, on leur enlève l'unique chose qu'ils possédaient, c'est-à-dire leur identité nationale, leur identité ethnique, leur identité culturelle. On ne sait plus. On les met dans un sac, et dans ce sac, c'est indifférencié. L'être humain devient un atome indifférencié. On ne se soucie plus si cet homme est irakien, syrien, haïtien, colombien. Ça n'a plus d'importance. C'est un migrant, c'est-à-dire c'est un atome qui se déplace. Si on réalise bien, c'est terrible comme violence exercée sur l'individu, cette appellation de migrant. Pour une comparaison, en 1939, quand la guerre civile espagnole débouche sur le triomphe du franquisme, qu'un million de réfugiés espagnols arrivent en Europe, on dit que ce sont des réfugiés espagnols. Ils ont une identité. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des migrants. Ils n'auraient plus d'identité, ils n'auraient plus d'histoire. Ils seraient coupés de leur historicité. Est-ce que c'est compatible avec l'humanisme? La question mérite d'être posée. Alors, voilà, c'est ce mouvement qui fait que progressivement, nous sommes sortis du cadre de l'humanisme classique. Et cet homme qui meurt, cet homme qui disparaît sous nos yeux, dont parle Michel Foucault, c'est l'homme effectivement libre et responsable qui était au cœur de l'humanisme. Cet homme-là, effectivement, dans le nouveau cadre qui se crée, cet homme-là n'existe plus. C'est un nouvel homme qui est appréhendé par les nouvelles catégories juridiques, politiques, etc. J'ai donné l'exemple de ce concept de migrant, de cette notion de migrant, mais on pourrait effectivement analyser la crise du Covid-19 à la lumière de ce glissement, de cette transformation de l'être humain, de la perception de l'être humain. La crise du Covid-19, indéniable que nous vivons ce que Peggy qualifiait de période historique. Qu'est-ce qu'une période historique? Merleau-Ponty remarque à ce propos, je cite Merleau-Ponty, quand on a le malheur ou la chance de vivre une époque où le sol traditionnel d'une nation ou d'une société s'effondre et où, bon gré, mal gré, l'homme doit reconstruire lui-même les rapports humains, alors la liberté de chacun menace de mort celle des autres et la violence apparaît. Il me semble que nous sommes au cœur de cette violence et que nous n'avons plus le cadre d'un État pour nous protéger des puissances, que ce soit des puissances étatiques ou des puissances économiques ou des puissances dans la communication. Nous n'avons plus un État suffisamment fort pour nous protéger contre ces puissances qui dominent l'économie mondiale. Et conformément à ce que l'Europe avait initié, l'Union européenne avait initié, de construire cette Europe sur l'économie, sur l'intérêt commun, il me semble que nous sommes soumis aujourd'hui à la dictature du flux des marchandises. C'est ce flux de marchandises
et là, dans la crise du Covid-19, la chose est évidente, c'est ce flux de marchandises qui décide de la politique gouvernementale. Je vais donner un exemple. Au mois de mars, la crise du Covid est sur la place publique. Des dispositions ont été prises après le discours du président de la République du 16 mars 2020. Donc on sait qu'il y a une maladie, qu'il y a une épidémie, c'est admis, d'accord? Et une politique va être mise en place pour lutter contre cette maladie. Ce même mois de mars, le Premier ministre intervient pour dire « Le masque dans la rue ne sert à rien, il est inutile. Il n'y a pas de masque. » Alors le Premier ministre dit ben, « Le masque est inutile. » On voit bien ici que le discours de l'exécutif est commandé par le flux de marchandises. Ce discours va totalement changer lorsque les masques vont arriver sur le marché. Là, les masques vont devenir obligatoires, y compris dans l'espace public. Et comme ça, on constate que le problème des vaccins, des médicaments, etc., on s'aperçoit que effectivement, c'est en fonction du flux de ces marchandises que l'on va fonctionner, que l'on va adapter la politique de gestion du pays. Alors là, on constate qu'on est sorti du cadre de l'humanisme. Pourquoi? Parce que l'humanisme se définit par le gouvernement des hommes libres et responsables. Et ce qui se passe pendant la crise du Covid-19, on n'est plus gouverné, on est géré. C'est la gestion qui va prendre le pas sur le gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement des hommes libres et responsables. Il y a une gestion des vivants. Et on s'aperçoit que le regard qui est porté sur la gestion de cette crise découle directement, et là j'en parle savamment, je dirais, parce que j'ai travaillé pendant toute ma vie active pour le monde agricole, et j'ai bien étudié ce qui se passe dans un élevage industriel. Et on s'aperçoit qu'on a transposé les principes de l'élevage industriel, on les a transposés dans le monde de la gestion des humains. Et on applique exactement les mêmes règles, c'est-à-dire il y a une massification. Quand on s'occupe des saumons, de l'élevage de saumons, si on doit donner un antibiotique, on donne le même antibiotique à tous les saumons. Si on doit donner un vaccin, on donne le vaccin à tout. Il n'y a pas d'individualisation de la médecine. Et on voit bien cette massification dans la décision que prend le gouvernement en mars de mettre les médecins de ville hors circuit pour ne laisser que l'hôpital. C'est-à-dire les médecins, pendant quelques mois, ne soignaient plus. Les médecins n'étaient plus dans le coup. Ils ne pouvaient plus soigner librement. Et nous, on ne pouvait pas consulter librement un médecin pour qu'il nous soigne si on était malade. Bon, on garde l'hôpital, parce que l'hôpital, effectivement, on gère. C'est une structure où on gère. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a basculé. On n'est plus dans le cadre de l'humanisme classique, plus du tout. On est dans le cadre de ce que moi, j'ai appelé la biocratie. On a basculé de la démocratie dans la biocratie. La biocratie, je définis ça comme le pouvoir des vivants, le pouvoir sur les vivants. Alors bon, je ne veux pas abuser davantage du temps qui m'est imparti, mais on pourrait faire le même constat pour ce qui concerne la justice. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, voilà, bon, la justice, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais simplement pour signaler, pour dire la crise de la justice, je vais citer un seul chiffre. Il faut savoir qu'en France, sur 100 plaintes pour viol, je dis bien 100 plaintes pour viol, deux aboutissent à une condamnation effective, c'est-à-dire une peine de prison effective. 2%. Voilà. Pour donner une idée de la crise de la justice, je cite ce chiffre. Ce chiffre est fourni par le ministère de la Justice. Donc, 2%. Voilà. Donc, vous voyez que l'homme libre et responsable a été évacué. Il est évacué dans la gestion de la crise du Covid-19. Il est évacué de plus en plus de la sphère de la justice. Évidemment, on n'est pas dans une pratique de la tabula rasa. Le vieux système humaniste continue à fonctionner.
et il fonctionne à côté du nouveau système transhumaniste. Et l'expression ultime de ce transhumanisme va se faire lorsque l'intelligence artificielle va envahir les palais de justice. À ce moment-là, ça commence déjà, mais à ce moment-là, les jugements seront rendus par des machines, seront plus rendus par des êtres humains, seront plus rendus par des juges. C'est déjà expérimenté. Il y a déjà des expériences qui sont faites. Et on dit que la machine, elle a moins de chances de se tromper que le juge lambda, puisqu'elle est capable d'emmagasiner toutes les jurisprudences, toute la législation et de prendre une décision à partir de tout ce flot d'informations inimaginable. Oui, évidemment, la première fois que la machine va rendre une décision, elle va s'appuyer sur toutes les jurisprudences rendues par des êtres humains. Mais dès qu'elle aura rendu sa décision, ensuite, elle va se prendre elle-même comme référence. Et à ce moment-là, l'être humain sera totalement évacué. Donc là, l'humanisme, ça sera terminé. Il n'y aura plus de l'humanisme. On sera dans le transhumanisme. Alors, je ne voudrais pas terminer cette conférence par une note pessimiste. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je fais une seule proposition, parce qu'effectivement, la démocratie est en danger de mort et l'humanisme est en danger. Et l'humanisme est vraiment le seul cadre qui permette un développement et une cohabitation harmonieuse de tous les êtres humains. Donc ce cadre-là, il n'est pas obsolète, il est toujours valable. Bien sûr, il faut l'adapter, il faut faire un travail dessus, mais il ne faut pas le jeter avec... Il ne faut pas faire comme ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Il y a des scories, il faut s'en débarrasser. Alors moi, je fais une proposition. Il y a un danger mortel qui menace les citoyens, qui menace la démocratie, qui menace nos libertés. C'est l'utilisation par le pouvoir politique de l'intelligence artificielle. Il faut absolument faire voter une loi et même l'inscrire dans le cadre de la Constitution, interdisant au pouvoir exécutif, sauf évidemment dans les cas très spéciaux, par exemple de lutte contre le terrorisme, etc., sauf dans des cas très ciblés. Il faut interdire au pouvoir exécutif de faire usage de l'intelligence artificielle. Sinon, c'en est fait des libertés. Voilà, je termine sur cette proposition. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Touati. Merci, monsieur. Non, maintenant la parole est à Guilain. Donc, la parole est à Guilain. Oui, alors je vais évidemment être court puisque notre ami a fait une conférence d'une ampleur qui était nécessaire, donc je ne veux absolument pas hypothéquer le contenu et vous assommer par une seconde conférence. Non, quelques réflexions. Tout d'abord, grand merci à toi, Sidney, de nous avoir fait part de cette réflexion, parce que c'est d'abord une démarche qui permet de retrouver une vision d'ensemble aussi des processus du point de vue de la compréhension de l'histoire. Aujourd'hui, on est sur une approche de l'histoire en miettes, où effectivement on s'intéresse à des formes de manifestations de l'existence qui sont prises tellement à part les unes des autres qu'il n'y a plus de continuité humaine entre elles. C'est un des phénomènes historiques dominants d'aujourd'hui et qui relève aussi, qui reflète cet hyper-individualisme qui a pris la place de la fin de ce qu'on appelle les idéologies, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il n'y aurait plus de contre-modèle à un capitalisme qui serait à la fin de l'histoire tel qu'il se présente, avec une forme de domination du marché qui s'impose comme seule réalité, en quelque sorte, par-delà des États qui doivent s'effacer pour laisser la place à une logique qui est celle de la diversité et de la reconnaissance des communautés, puisqu'on est, que ce soit au niveau de l'ONU ou que ce soit au niveau de l'Union européenne, sur cette logique, effectivement, de l'élimination de toute discrimination, mais cette logique de non-discrimination précisément qui vient du monde anglo-saxon, elle aboutit au multiculturalisme et à des sociétés divisées en communautés culturelles qui seraient le summum de point de vue de la reconnaissance des droits humains, mais finalement qui aboutirait à une société où l'homme n'est plus, puisqu'il sort complètement de l'histoire. S'il fait rentrer dans l'histoire, c'est la place que la conscience, comme tu l'as très bien montré, occupe et qui fait que l'homme est un être à part, qui s'extrait de sa propre condition d'origine pour produire sa propre société
Et d'où l'illusion naïve que, effectivement, l'histoire ne pourrait être que linéaire parce qu'elle serait guidée par la raison. L'homme fait l'expérience de lui-même à travers l'histoire et donc de ses propres contradictions. Il doit un peu à l'image de Prométhée qui vole à Zeus le feu. En même temps, Prométhée fait un cadeau extraordinaire à l'homme qui lui permet de s'émanciper, de conquérir la technique, etc. Mais aussi une énorme responsabilité qui enchaîne l'homme à sa propre conscience et à un juge intérieur. Donc on voit bien les enjeux qui sont derrière cet aspect. Je finirai sur une idée que je reprends aussi de ta conférence, parce que je vais attirer l'attention, c'est la notion de souveraineté du peuple. Ce qui historiquement s'est affirmé, c'est l'homme sait-il l'histoire qu'il fait? C'est l'image même de la démocratie, de cet instrument politique qui permet à l'homme de construire sa perspective à travers un projet politique, de l'ajuster. Et donc, de ce rapport entre cette interaction entre gouvernants et gouvernés autour d'un projet politique. Et d'ailleurs, le projet républicain, largement mis à mal aujourd'hui à travers effectivement cette conception du pouvoir qui est de plus en plus gestionnaire et qui tourne le dos aux grands principes fondamentaux qui sont à l'origine de cet humanisme effectivement occidental qui est universel, parce qu'il faut aussi l'affirmer comme tel, c'est-à-dire qu'il a une idée de portée universelle, effectivement. Mais on ne le lui reconnaît pas, on le considère comme une culture à part. C'est là où il y a véritablement un problème. Est-ce que ces cultures qui ont des traditions parfois terriblement archaïques, ou par exemple qui amènent à l'infériorisation de la condition des femmes, et qui créent les conditions que par cette infériorisation, on interdit la contraception, donc des femmes qui mettent au monde un grand nombre d'enfants, qui constitue un des éléments les plus importants de la pauvreté de ce qu'on a appelé à une époque le tiers-monde. Donc, on voit bien que ça a des conséquences directes, le fait de construire pour l'homme son chemin en s'aidant de la raison, c'est-à-dire de la capacité à faire l'expérience de lui-même, en tirer des enseignements pour se construire collectivement et trouver des réponses et donc d'avenir, des réponses dans lesquelles il puisse se projeter, c'est-à-dire de se mettre en projet. Et donc, il me semble que effectivement, avec cette conférence, elle nous interpelle de ce point de vue. Et je terminerai sur une phrase de François Châtelet, qui est un très grand philosophe français, et qui a écrit une histoire de la raison, et ce qu'est la raison dans l'histoire. Et il dit, si l'homme donc s'est fait historien, c'est parce qu'il est devenu citoyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme qui puisse exister sans qu'il ait la connaissance de lui-même, qui est celle de sa propre histoire et de la façon dont elle peut le guider. Donc, je crois on peut remercier Sidney de cette intervention qui redonne justement cette vision si importante des grands enjeux finalement sociaux, des grands enjeux humains qui nous sont posés aujourd'hui à travers la crise du politique que nous connaissons et qui marque effectivement cette fracture entre le citoyen et malheureusement ces différents niveaux de gouvernance. Voilà, je vous passe la parole donc à vous pour poser des questions, intervenir, donner un point de vue. Et donc, je me permettrai de réintervenir plus tard. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Guylain, notre directeur du comité stratégique. Nous allons arrêter l'enregistrement parce que sur YouTube, les vidéos les plus appréciées sont les plus courtes, mais nous continuons le débat. Je vous remercie donc, chers intervenants et animateurs, Bénédicte de Foltrier, de cette animation ce soir. Allez sur le site internet liberté-et-prospective.fr ou .org pour connaître nos programmes. Merci à tous. Nous arrêtons l'enregistrement, mais nous continuons le débat.